Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Buteau et je suis membre du conseil d'administration de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux. J'aimerais commencer par souligner que le territoire sur lequel se trouve le bureau de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux est un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Veuillez noter que notre webinaire d'aujourd'hui sera présenté en français, mais la participation bilingue est toujours encouragée. Je suis heureuse de vous accueillir au webinaire aujourd'hui qui est intitulé Atelier de planification des soins avancés, présenté par Compassion Ottawa. Dans cet atelier, nous vous invitons à une conversation et à des discussions dirigées en groupe portant sur les valeurs, les souhaits et les croyances en matière de soins de santé personnelle. J'ai le plaisir de présenter Marc Séguin de Compassion Ottawa qui dirigera l'atelier d'aujourd'hui. J'aimerais également remercier Mélissa et Christina de Compassion Ottawa qui ont organisé cette session et qui nous aideront aujourd'hui sur le plan technique. Je souhaite aujourd'hui la bienvenue à toutes les personnes qui sont membres de notre association et à toutes les personnes qui ne le sont pas encore. Nous espérons que ces webinaires vous donneront envie de vous joindre à nous. Quant à nos membres, nous espérons que ces initiatives vous encourageront à rester avec nous. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours inviter des non-membres à s'inscrire à nos webinaires en tant qu'invités et à essayer nos services gratuitement. Après le webinaire d'aujourd'hui, un courriel de suivi vous sera envoyé avec des instructions sur la façon d'accéder à l'enregistrement du webinaire, ainsi que des ressources partagées par l'équipe de Compassion Ottawa. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire, alors veuillez mettre vos questions dans la boîte de discussion tout au long de la session. Je vais maintenant passer la parole à notre animateur, Marc Séguin. Marc. Bonjour et merci de vous être présenté aujourd'hui en si grand nombre. C'est grandement apprécié. C'est un sujet qu'on tient à cœur, évidemment. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir avoir des belles discussions dans le contexte du sujet aujourd'hui. Maintenant, merci pour Hélène de m'avoir présenté. Et oui, en effet, je suis membre de l'équipe de Compassion Ottawa. Ça fait au-delà de 3 ans que je suis impliqué dans l'organisation et que je dirige en français ou en anglais ces discussions, ces sessions ici sur la planification préalable des soins. Peut-être vous pouvez voir sur le coin droit en haut, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Advocacy and Aging. C'est un livre que j'ai écrit justement pour la planification pour les transitions de vie, parce que vu qu'on vit plus longtemps, on a toutes sortes de transitions de vie qui peuvent arriver à n'importe quel moment, surtout avec le vieillissement, avec des conditions dégradées. Et dans ce contexte, j'adresse beaucoup de sujets dans mon livre, mais un des sujets clés qui m'a motivé à écrire mon livre, c'est tout justement la planification préalable des soins de santé. Alors, c'est un sous-sujet de mon livre et c'est pour ça que je me suis impliqué dans l'organisation Compassionate à Ottawa pour pouvoir partager mes convictions, ce que j'ai appris et tout ça. Alors, on va rentrer dans le sujet aujourd'hui. Merci à Hélène d'avoir fait la reconnaissance du territoire sur lequel nous avons cette session aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je vais parler un peu de l'organisation Compassionate Ottawa. C'est une organisation clairement basée à Ottawa qui cherche et qui a défini comme mandat d'évoluer, éventuellement changer la culture au niveau du parcours vers les fins de vie. Et principalement et à encourager les conversations ouvertes et le support de la communauté quant à ce parcours vers la fin de vie et parfois aussi après la fin de vie pour la gestion du deuil pour beaucoup de gens.
Alors, c'est une organisation qui se veut un mouvement communautaire. On travaille beaucoup de communautés et on encourage les communautés à promouvoir les mêmes discussions que nous encourageons, certes, comme vous allez voir aujourd'hui. Nous offrions différentes formes de soutien et aujourd'hui, la session dont nous avons est un exemple de soutien que nous avons. Nous avons aussi des planifications, des sessions sur le deuil. Nous avons des groupes de recherche impliqués dans différents sujets. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous souscrivons à la charte des villes compatissantes, qui prescrit le rôle des gouvernements, des institutions politiques et d'autres organismes dans la création de collectivités compatissantes. Et non seulement nous encourageons ça au niveau d'Ottawa, mais nous partageons nos expériences à travers le Canada. Dans la plupart des villes et provinces, et même dans des régions rurales, il y a des groupes qui ont créé ces organisations compatissantes et on travaille tous ensemble. Et c'est c'est un mouvement de communauté, puis c'est un mouvement pour encourager justement les conversations nécessaires dans la société et en particulier changer un peu la culture quand vient le temps de parler de maladies critiques, de deuil et de fin de vie. Alors, rentrons dans le sujet. Dans l'atelier, comme Hélène l'a mentionné, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, mais le but à la fin, c'est que vous compreniez que la planification préalable des soins, c'est quelque chose qui doit commencer aujourd'hui pour tout le monde. Puis c'est un processus qui est continu. C'est un processus qui encourage des conversations ouvertes et qui se veut d'évoluer la réflexion et de continuer et adapter les communications à travers le temps. C'est une opportunité que vous-même, vous réfléchissiez à l'importance de cette planification, spécifiquement par rapport aux soins et traitements, particulièrement dans un contexte de fin de vie, mais en fait dans des contextes de transition de vie également, parce qu'on est tous vulnérables à des transitions à n'importe quel moment de notre vie, pas nécessairement des transitions qui vont se conclure en des décès. On va essayer d'avoir des discussions. Normalement, c'est un petit groupe. Aujourd'hui, on va avoir une discussion. Vu qu'on est environ 13 à 14, on va avoir une discussion de groupe ensemble pour essayer d'ouvrir les conversations sur le sujet. Et puis, ça va vous donner une couple d'idées de comment aborder des conversations difficiles après cette session ici avec vos proches. Et à la fin, comme Hélène l'a mentionné, vous allez avoir, on espère que vous allez être un peu inspiré et puis vous allez rechercher des ressources pour pouvoir commencer à mettre, et oui, si vous avez déjà commencé, évoluer vos plans ou commencer à mettre vos plans en place et les conversations avec vos proches. Alors, rentrons dans le sujet. Et j'ai, dans ce diapo qu'on vous montre, il y a des statistiques que je trouve très intéressantes. Le fait que 80% des Canadiens aient réfléchi à la fin de vie, j'ai trouvé que c'est une statistique particulièrement intéressante. Et pour moi, c'est une indication comme quoi qu'on réalise qu'on a un bon système de santé qui, en fait, nous laisse à vivre plus longtemps. Et de ça, ça nous apporte possiblement des inquiétudes. Par contre, ce que je trouve un peu pas inquiétant, mais décevant, c'est que ces réflexions ne sont pas assez poussées, ne sont pas assez creuses, et puis elles ne se matérialisent pas nécessairement en des communications élargies avec nos proches, ou bien même une documentation de nos plans. Et c'est là pour moi qu'il y a une opportunité sur laquelle on doit travailler. Euh, je vais vous dire un peu mon histoire à moi. Euh, j'ai vécu à travers mes beaux-parents une situation de démence. Mes beaux-parents ont tous les deux eu la démence en même temps. Pour ceux d'entre vous qui avez vécu une démence, pas, vous savez comment c'est difficile, non pas seulement pour les gens qui passent à travers, pour les proches aidants et pour les gens qui les entourent. Ce n'est pas des situations faciles. Et puis, j'ai aussi eu à gérer l'évolution d'une situation avec ma propre famille, mais je voulais, avec la famille, mes parents, puis éventuellement, même moi. Mais moi, ça m'a porté à réfléchir quels seraient mes souhaits si j'étais vulnérable à une démence ou autre maladie.
Et j'ai décidé de prendre les choses en main. Et c'est là que moi-même, je me suis mis un plan de santé. En anglais, je l'appelais un Healthcare Directive. Et puis, mais ça a commencé avec une réflexion assez poussée de quels étaient mes souhaits, une discussion, une réflexion, une discussion que j'ai eue et clairement avec ma conjointe. Et puis éventuellement, ça s'est traduit en une documentation matérielle de mes souhaits. J'ai travaillé en fait dans mon cas avec des avocats qui avaient un beau framework, un beau cadre. Je m'excuse, des fois, je vais utiliser des mots anglais qui me viennent plus facilement, mais qui m'ont donné un beau cadre pour justement documenter. À la suite de ça, j'ai partagé mon plan préalable de santé avec ma famille, avec une discussion. Et ce sont des discussions qui ont été à un premier niveau, où on a partagé le document en premier lieu. Mais à chaque année, j'essaie de trouver des moyens d'aller creuser un peu plus dans les détails. Et en particulier, cette année, on a fait un petit jeu avec notre réunion, durant notre réunion familiale sur le sujet, réunion que j'ai à toutes les années avec la famille. Et puis, on a pris un sujet qui est un peu, des fois, morbide, mais on l'a retourné à un sujet très positif et avec des méthodes pour faire des jeux ou des devinettes. Et à chaque année, on se retrouve à avoir avancer et avoir des discussions un peu plus profondes sur le sujet. Ensuite, l'autre chose que j'ai faite, une fois que j'avais fini mon plan, je l'ai partagé avec mon médecin. Même à mon âge, j'ai des gens dit, tu as déjà partagé ça avec ton médecin, mais j'ai dit bien oui, on ne sait jamais quand est-ce que je peux avoir une transition de vie. Mais ça a ouvert la conversation. Et ce qui a été très intéressant, c'est la réaction de mon médecin, qui, en fait, je n'ai pas pu avoir une discussion immédiate avec parce que c'était durant la période de COVID que j'avais partagé ce document-là. Mais à un moment donné, par interaction par courriel et ensuite discussion par téléphone, mon médecin m'a demandé si elle pouvait partager mon plan avec ses collègues. Et ça m'a un peu surpris, en toute honnêteté. J'ai dit pourquoi. Mais elle me dit, ben, d'un côté, j'apprécie grandement que tu l'aies partagé avec moi. Comme ça, on a déjà une ouverture de discussion. Je comprends tes souhaits, tes valeurs, euh, les perspectives dans lesquelles tu prends tes décisions. Mais j'ai trouvé aussi ton plan très complet et très clair, net et précis. Et j'ai trouvé ça très, très important. Alors, euh, ça m'a ouvert les yeux de l'importance et de la valeur de créer un tel plan. Et puis à la fin, le but de notre session aujourd'hui, c'est justement de pouvoir que vous commenciez dans ce processus-là, mais je voulais le partager quand même mon expérience pour dire que c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qu'on peut commencer à n'importe quel moment et qu'on peut évoluer avec le temps. Et dans mon cas, on continue à l'évoluer de façon annuelle. J'y pense à tous les moments. Ben, pas à tous les moments, mais si à un moment donné, je dis, mais peut-être je devrais changer ça, mais souvent évoluer d'une certaine façon, ben, euh, je, je revise mon document et j'en discute avec la famille, avec mes proches au moment venu. On va passer au prochain diapo. Et puis, dans ce diapo, on vient un peu sur le sujet euh, de la COVID. Et puis, je pense qu'on se rappelle tous comment la COVID a affecté, nous a tous affectés, mais en particulier les gens plus âgés dans des résidences. Et puis, ce qu'on se souvient en particulier, c'est la difficulté qui a eu. Il y a toutes sortes de récits déchirants, mais ce qu'on en retient, c'est l'isolement social qui a eu lieu, le support aux soins par les soignants, les proches aidants qui étaient à distance et les conséquences psychologiques du deuil avec cette isolation-là. Alors, je crois qu'on a tous appris une leçon de ça et qu'on a une visibilité sur les besoins d'avoir des meilleures conversations, de se rapprocher de notre entourage de façon à ce que ne pas répliquer ces situations-là. Je veux vous conter une histoire un peu plus positive qui est arrivée pendant le COVID et puis la valeur que la planification préalable a apporté dans le contexte de ma famille et de mes parents, même durant le COVID. Durant le COVID, nous avons déménagé, mes parents, dans
une résidence pour gens plus aînés. Ils étaient autonomes à ce moment-là. Et puis, ça s'est bien passé, mais c'est quand tu as quand même pendant une période difficile du COVID. Et puis, très peu après, pendant 6 mois, ma mère, qui avait déjà des débuts de démence, il était nécessaire de la déménager. J'appelle ça au deuxième étage, là, mais c'est l'étage où il y a plus de soins pour son support quand elle a la démence. Et alors ça, c'était une première étape. 6 à 8 mois plus tard, elle a attrapé le COVID. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous vous souvenez de la période de 2021, mais c'est une période critique. Euh, on- il y avait beaucoup d'évolutions de COVID, il y avait beaucoup de décès, on s'en allait pas on ne savait pas où ça s'en allait. Il y avait clairement, c'était peur, hein? On s'en tient. Mais alors, ma mère se retrouve dans une période de COVID en mai 2021. On passe à travers, ça va ça va assez bien. On a eu du bon support par l'organisation à laquelle elle était. Et, mais malheureusement, il y a encore une autre évolution. Durant la période d'Omicron, la situation de ma mère avec sa démence s'est détériorée au point qu'il fallait la déménager dans un CHSLD. Ils sont au Québec. En Ontario, ça serait dans un nursing home. Je ne sais pas c'est quoi le terme exact en français, je m'excuse. Mais tout ça pour dire, c'est que nous avons passé beaucoup d'évolutions durant cette période qui n'ont pas été faciles, mais qui sont bien passées quand même. Et tu sais, contrairement à ce qu'on a, tous les récits qu'on a entendus dans les nouvelles d'autres personnes, ça s'est bien passé. Alors, je me suis demandé pourquoi. Alors, je n'ai pas une réponse exacte, mais même dans le contexte imparfait, ça s'est bien passé. Alors, pourquoi? Ben, nous avions en famille eu des discussions préalables sur la planification, autant au niveau financier qu'au niveau de la planification des soins. Alors, il y avait une communication déjà ouverte dans la famille avec des éléments connus. Euh, et puis, la famille était toute alignée envers les soins de mes parents. Clairement, certains de nous avaient peut-être des opinions, mais à la fin, ce qui est important, c'est qu'on comprenait et on respectait les souhaits de nos parents qui avaient été bien communiqués. Les communications de famille qui avaient déjà été abordées avant, c'est des communications qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas nécessairement traditionnelles ou normales dans n'importe quelle famille. Alors, en abordant ces nouvelles types de conversations, ça crée des nouvelles relations entre les membres de la famille et ça crée un lien de confiance. Je peux vous le dire que depuis que j'ai ouvert ces discussions-là dans les 10 dernières années avec mes parents, on s'est construit une nouvelle relation avec une nouvelle confiance, une nouvelle perspective. Nous avons aussi bien travaillé, comme je lui avais dit, moi j'ai partagé avec mon propre médecin, mais de la même façon, quand on est allé dans la résidence dans laquelle ils avaient travaillé, nous avons très bien travaillé avec l'organisation. Et puis, quand nous avons déménagé dans cette résidence-là, euh, nous n'avons pas considéré cette résidence comme une résidence de retraite ou une institution, c'était leur foyer. C'était leur foyer dans cette transition de vie. Puis quand on opère le même, ça change toute la perspective. Et finalement, nous avons une belle relation avec la communauté de cette résidence et le personnel. Et tout ça, ça a aidé. Alors, traditionnellement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parlées, mais l'ouverture à la planification, les communications ouvertes, les conversations à tout niveau ont vraiment, vraiment fait que même dans le contexte difficile de la COVID, pour notre famille, ça s'est très bien passé en général. Alors, je vais passer au prochain diapo. On parle souvent dans nos sessions d'une histoire qui est contée dans le livre de Dr. Abdul Gawande. Son livre s'appelle Being Mortal. Et voici comment l'histoire se déroule. Euh, euh, il y a une anecdote qui dit qu'une des amies du docteur, qui s'appelle Susan, en fait, se retrouvait dans une situation où son père devait avoir une opération très difficile. Son père avait une tumeur à la moelle épinière. Et puis, cette intervention avait un risque de 20 de rendre le père paraplégique.
Suzanne, qui était un mandataire du père, son père était quand même encore conscient, mais elle a décidé d'avoir des discussions ouvertes pour lui demander ce qui l'inquiétait. Et parce que c'était quand même une situation grave avec différentes possibilités. Et le père lui a dit, tu sais, je peux endurer beaucoup de douleurs. Ça ne m'inquiète pas les douleurs. Je peux essuyer pratiquement n'importe quoi. Mais à la fin, ce que je veux, c'est que je vais être capable de continuer à regarder la télévision, le football à la télévision, et puis de manger de la crème glacée au chocolat. Ça paraît un peu euh, ironique et Suzanne était estomaquée parce que ce n'était pas une réponse qu'on s'attendrait. Mais on va voir que ça l'a aidé parce que la chirurgie s'est bien passée et s'en est bien tiré en premier lieu. Mais éventuellement, il y a eu une hémorragie et qui aurait pu menacer la vie de son père ou bien de le mettre dans une position de quadriplégique. Et le Chirurgien s'est donc tourné vers Suzanne pour lui demander de prendre une décision. Son père n'était pas dans une position de prendre une décision à ce moment-là. Et Suzanne a compris tout à fait la situation et a demandé la question au docteur. Elle dit, pourra-t-il regarder le football à la TV et manger de la crème glacée? Et la réponse était oui. Et donc, le consentement a procédé. C'est une histoire intéressante parce que, autant que ça semble un peu bizarre, le contexte des souhaits ici, mais imaginez-vous que si Susan n'avait pas cette perspective-là, ça aurait été une décision extrêmement difficile. Elle aurait probablement eu des remords si la situation ne s'était pas bien tournée. Se dire que est-ce que j'aurais dû faire l'opération, ou bien si l'opération se retrouve puis que la quantité d'efforts pour les exercices de réhabilitation était telle que ça en était peut-être vu impossible. Ça a été une décision difficile, mais là, elle respectait les souhaits de son père, elle comprenait les souhaits de son père, elle était alignée avec les souhaits de son père, et ça facilite la chose dans plusieurs dimensions. Alors, c'est un bon exemple qui force à réfléchir à quels seraient nos souhaits dans ce contexte. C'est quelque chose dont on va parler dans quelques instants. Maintenant, qu'est-ce que c'est et dans quel contexte se situe la planification préalable des soins? Et dans ce diapo ici, on montre un peu la structure où les planifications préalables des soins se situent dans un contexte de décision. Et puis ici, on s'enligne dans un contexte de décision qui est lequel on a en Ontario. Alors, la planification préalable des soins, c'est vraiment une planification qui doit commencer euh, aujourd'hui. OK? Alors, c'est beaucoup. Ben, ça ne peut être présenté avec des gens qui ont toute leur santé mentale. Et puis, c'est une situation qui est continue. C'est une situation qui doit continuer à travers les années. Et puis, le plus on a une discussion, le plus la réflexion est profonde, le plus on a clarté dans diverses situations sur lesquelles on doit confronter. Et puis, par expérience, avec ma propre planification, je peux vous dire qu'il faut réfléchir non seulement aux situations dans lesquelles on peut être affecté, mais aussi les traitements qui peuvent s'en tirer. Alors, normalement, on pense traitement comme intervention d'RCR ou des interventions de ventilation, mais des interventions telles que de la chirurgie, des médicaments de façon intensive, des soins palliatifs, tout ça, c'est tout inclus dans la réflexion. Alors, la base ici, c'est d'avoir euh, cette, cette discussion ou cette réflexion le plus tôt possible. Et, et ce qui va arriver dans la vraie vie, c'est qu'éventuellement, on va avoir une situation confrontée. Et dans cette situation confrontée, c'est là qu'il va falloir passer à l'étape qu'on appelle les objectifs de soins. En fait, si une situation particulière, les services médicaux vont être impliqués et le patient ou bien le proche aidant du patient va être appelé à faire une décision. Et je vais être clair, en Ontario, les services médicaux, les médecins,
les infirmières se doivent de donner toute l'information aux patients de quelles sont les conséquences, quelles sont les possibilités quelles sont les possibilités d'intervention, quelles sont les options, quelles sont les conséquences, les bienfaits, les risques, les effets secondaires potentiels, etc., etc. C'est un mandat, un besoin légal et on a tous vécu des expériences, ce n'est pas toujours le cas, mais je veux vous assurer qu'en tant qu'individu, nous avons tous le droit de demander cette information et c'est à nous, à la fin, de prendre les décisions qui sont importantes. Alors, suite à ça, avant qu'un traitement soit appliqué ou une procédure soit appliquée, il doit y avoir un consentement. Maintenant, ce consentement-là est fait par le patient, la personne qui est affectée en quelconque. Mais si cette personne-là souffre d'une incapacité cognitive, ce sera le délégué mandataire légal qui devra faire la décision. Et on parlera après notre petit exercice de qui est ce mandataire et quels sont les contextes alentour de ce mandataire. Mais à la fin, le processus ici qui a comme fondation la planification préalable des soins, c'est une conversation très importante. C'est la fondation qui va assurer qu'à travers un processus ou des circonstances d'événements, que les valeurs et les souhaits de la personne soient connus et éventuellement respectés. Et c'est de là l'importance de ça. Alors, nous allons passer à un exercice. En fait, on a un peu plus de temps que je pensais aujourd'hui. Ça va bien. Et puis, on va essayer d'entamer des discussions entre nous et des réflexions entre nous. Et nous allons faire ça par l'objet d'une liste d'énoncés que vous voyez ici. Ce sont des énoncés que je crois que vous avez déjà reçus par l'entremise de courriel avant cette session ici. Et ces énoncés-là ont été construits de façon à vous faire réfléchir de quels seraient vos souhaits dans une situation de fin de vie. Alors, dans ce contexte-ci, on parle d'une situation littéralement de fin de vie où il y a un délai prévisible de fin de vie. Et quels seraient vos souhaits? Quels seraient les souhaits les plus importants pour vous dans ça? Alors, pour ouvrir cette discussion-là, normalement, on est en plus petite équipe, on va le faire avec le groupe ici. Il n'y aura pas de porte-parole parce qu'on va avoir discussion ouverte. C'est moi qui vais coordonner la discussion. Mais je voudrais, ce qu'on aimerait voir ici, c'est que vous considérez ces énoncés sur la liste, que, que vous en choisissiez ou en nommez un, deux ou trois peut-être, et partagez avec nous autres votre expérience, votre perspective, pourquoi ces énoncés sont importants pour vous. Vous êtes libre de rajouter des énoncés si c'est d'autres choses qui sont importantes, qui vous viennent à la place. C'est l'objectif de soins. Bien souvent, supposons qu'on a une situation particulière qui a besoin d'un traitement. Sans avoir la discussion plus profonde ou l'information divulguée par les services médicaux, des fois, on a juste le focus sur qu'est-ce qu'on fait pour corriger le problème cardiaque ici. Mais bien des fois, il y a les effets secondaires, les impacts de traitement sont bien importants. Et c'est bien, bien connu que, spécialement dans les gens plus âgés, une intervention va possiblement réparer le problème en question, mais les conséquences d'avoir une chirurgie majeure ou une intervention majeure peut causer des problèmes ailleurs. Okay? Euh, et, et pour moi, ça, c'est un sujet qui n'est pas toujours bien compris. On dit, puis les médecins sont formés à résoudre un problème. Alors, s'ils viennent un problème cardiaque, ils vont aller adresser le problème cardiaque. C'est pas des super-humains, les médecins, ils font tous de leur mieux, mais ils ne pensent pas nécessairement tout le temps à regarder la perspective plus large ou bien de communiquer la perspective plus large. Puis, c'est pas,
pas tous les humains qui sont des bons communicateurs. Alors, c'est important de bien réfléchir, surtout dans des personnes âgées, si un traitement peut avoir des conséquences néfastes à la suite d'un besoin. Alors, je voulais juste mentionner ça parce que on est encore une société, je vais chez le médecin, ils sont là, ils vont me guérir, ils font l'intervention, mais on a tellement d'histoires où des gens ils font une chose, puis d'un coup, le problème se déplace ailleurs, et puis l'exemple qu'Hélène a mentionné en était un en particulier. D'accord, on va passer au prochain sujet. On a eu des bonnes discussions. J'espère que vous avez appris quelque chose ou ça vous a ouvert les yeux quelque peu. Imaginez-vous que vous êtes à l'hôpital, vous avez un accident soudainement, vous ne pouvez plus vous exprimer, vous êtes peut-être sans connaissance. Qu'est-ce qui va prendre les décisions pour vous? Moi, je peux vous dire que depuis quelques années, il y en a qui me trouvent un peu morbide, euh, je vis sous l'hypothèse que je sors de la maison tout à l'heure, puis je peux tomber sur la tête, je vais me retrouver dans le coma. Et puis de ça, ben, je me retrouve dans une situation où il va y avoir peut-être des décisions difficiles à prendre par quelqu'un au niveau de mes soins de santé. Euh, D'autre part, la gestion de mes affaires personnelles, financières et tout doit être prise en main. Alors moi, je travaille tout le temps sur l'hypothèse qu'il peut m'arriver quelque chose soudainement et puis que les gens autour de moi devront prendre des décisions très, très difficiles et prendre en main mes affaires. Alors, on va se focaliser sur les soins de santé aujourd'hui en particulier, mais qui sont ces personnes qui seraient appelées euh, à prendre ces décisions-là? Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé euh, non, matérialiser ou de mettre en place vos désirs, vos souhaits, de façon à ce que votre entourage le fait, mais de façon, disons, pragmatique, s'il arrive quelque chose, dans le processus de décision d'un traitement, il va y avoir une personne qui va être un mandataire spécial qui devra prendre la décision à votre place. OK? Dans le contexte de l'Ontario, si vous avez une si vous n'avez pas une procuration en place, il y a une hiérarchie définie qui va dire qui sera sa personne. Alors, si la Cour, le système légal a appointé un gardien ou une personne légale par contexte particulier, ce sera cette personne-là. Mais généralement, si vous êtes dans un contexte de famille, ce sera le partenaire, l'époux, l'épouse de la personne. Ensuite, ce sera les enfants. Ensuite, ce sera les parents. Ensuite, ce sera les frères et sœurs et tout ça. Alors, tout ça pour dire, c'est que il y a une structure légale définie en Ontario qui dit que si vous n'avez pas les capacités à prendre une décision au niveau de soins médicaux, ce sera un mandataire et une hiérarchie définie par la loi. Maintenant, euh, cette hiérarchie, peut-être que vous va, c'est correct, mais dans bien des gens, dans bien des cas, les gens vont dire ah, c'est pas moi. Alors, la façon de s'assurer que le mandataire soit bien la bonne personne que vous souhaitez, c'est là qu'il faut mettre en place une procuration. Euh, Au niveau légal, je ne veux pas rentrer dans tous les. Il y a différents documents qui s'atteignent à la fin de vie. Je pense qu'en général, on comprend qu'un testament, c'est un document qui va établir qui sera le liquidateur et vos souhaits suite à un décès. Mais les procurations, ce sont des documents euh, qui vont nommer la personne, le mandataire, à prendre des décisions pour vous. Dans le cas de la santé, c'est pour les soins de santé. Dans le cas des biens, c'est le mandataire aux biens qui va gérer vos finances. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ontario, il y a un de facto, si vous n'avez pas de document. Si vous avez des souhaits particuliers, ben à ce moment-là, il faut avoir une procuration en place. Il y a différents moyens, une façon de mettre des procurations. Et puis, si j'en ai qui ont des questions là-dessus, je suis prêt à répondre euh, aux différentes options. Euh, En général, moi, je préconise d'avoir euh, faire une, une, euh, une procuration légale euh, par un avocat ou bien un notaire dans le cas si c'est au Québec.
et d'être clair, net et précis de qui serait le mandataire. Il est important, moi, souhaitable aussi d'avoir un mandataire substitut parce que on peut se retrouver, supposons que votre mandataire, c'est votre époux ou épouse, que ce mandataire-là soit dans le même accident, dans la même situation que vous. Alors, je pense que c'est important d'avoir euh, non seulement un mandataire principal, mais des mandataires secondaires dans le cas où ça. Il est aussi possible d'avoir des mandataires qui sont un ou l'autre. Et je peux vous dire que c'est mon cas. Moi, j'ai nommé deux de mes enfants ainsi que ma femme qui peuvent agir également et indépendamment. Alors, il y a différentes options pour le faire. Euh, Fait que ça, c'est ce que je voulais dire principalement pour le moment. S'il y avait des questions, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que quelqu'un voudrait mettre un commentaire ou une perspective là-dessus? Antoine, est-ce que tu vois des questions? Il n'y a pas de questions en ce moment. OK. Ah oui, ce que je voulais dire, quel est le bon choix d'un mandataire? Euh, L'intuition de la plupart des gens, c'est de dire ben, c'est la personne qui est plus proche de moi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ben, ça va être mon épouse ou ça va être mon époux, mon partenaire. Et puis, et puis, pour bien des gens, c'est la logique. Euh, pour moi, les critères, euh, ce sont des gens qui ont un intérêt, qui ont une aptitude de ce côté-là. OK? Être un proche aidant, prendre des décisions au niveau médical, c'est une job. C'est pas facile. Beaucoup d'émotions. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tout à l'heure, je ne me souviens pas du nom de la personne qui a parlé de dignité. OK? Il se peut que la personne qui soit plus proche de vous, vous ayez plus confiance, ait différentes valeurs de vous. OK? Et puis que cette personne-là ne soit pas alignée avec vos souhaits et qu'elle trouverait ça difficile de prendre une décision euh, qui respecterait vos choix, mais qui est contre ses propres valeurs. Alors, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas nécessairement choisir la personne la plus proche. Être un proche aidant, être une personne qui doit prendre des décisions médicales, ça prend une personne qui est très spéciale. Moi, je peux te dire, dans le cas de mes parents, dans le cas de mes parents, mon père est encore vivant, ma mère a passé à travers la démence, comme j'ai discuté, puis elle est décédée l'an dernier. Toute la gestion qu'on a eu à faire dans l'entour de nos parents, moi, je suis le mandataire au niveau finance et tout ce qui est bien, et ma sœur au niveau santé. Ce qu'elle fait, ma sœur, c'est extraordinaire. Le temps que ça lui demande, c'est extraordinaire. Autant que j'ai de l'amour, de la compassion, c'est pas moi. C'est pas quelque chose, je pourrais pas le faire aussi bien qu'elle. Alors, je pense que c'est important de bien réfléchir de qui vous choisissez et voulez pour faire ça. Et et faites attention que, essayez de répartir la charge si jamais il arrive quelque chose que, tu sais, il y a bien des gens qui vont donner le mandat pour les biens à la même personne que pour la santé. C'est beaucoup demandé. Alors, faut bien réfléchir. La dernière chose que je vais dire, c'est que quand on devient plus âgé, c'est peut-être pas le meilleur choix de choisir euh, notre partenaire, notre époux ou épouse. Je vais donner l'exemple de mes parents. Euh, c'est clair que mes parents ont eu une belle vie. Ils étaient 80 ans, à 85, ils vivaient pleinement, ils étaient en santé, ils étaient actifs. Euh, Ma mère aimait toujours prendre des soins de santé, mais en toute honnêteté, sa capacité de raisonner dans des situations médicales n'était pas si bonne que ça. Et puis, euh, à la suite de sa démence, elle est devenue très agressive, en anglais defiant. Et puis, dans la procuration de mon père, ben, mon père avait donné le mandat à ma mère. Et ensuite, si ma mère refusait ou n'était pas apte, ça aurait été ma sœur. Ben, ce qui est arrivé, c'est que en fait, ma mère était tellement agressive que elle aurait pu intervenir négativement et que ma, refuser que ma sœur ou moi s'implique. Alors,
ce qui aurait dû être fait, et qu'on a fait éventuellement, mais ça aurait dû être fait plus tôt, c'est que probablement dans l'âge de 70 ans ou quoi, mes parents auraient peut-être dû changer leur procuration à déléguer directement à ma sœur et de ne pas mettre le partenaire. D'un côté, parce qu'avec l'âge, il n'a pas autant les compétences et l'habilité de prendre ce rôle-là. Deuxième des choses, il y a toujours les risques de la démence qui causent des effets secondaires et possiblement des refus qui peuvent devenir néfastes. Alors, je voulais juste mentionner ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Et on a toujours le réflexe aujourd'hui de, ben, c'est clairement mon partenaire qui est ça. Mais avec l'âge, c'est pas tout le temps la bonne personne. Et considérant les personnalités, c'est pas tout le temps le partenaire qui a la compétence, le temps et le désir de faire ça. Alors, pour résumer un peu la session aujourd'hui, ce qu'on a parlé de PPS, on va le résumer en 5 étapes. La première étape, c'est faire vos propres réflexions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Commencer à penser. Se mettre dans des situations, c'est pas toujours gai, là, mais se mettre dans des situations pour voir ça serait quoi nos désirs, puis commencer à clarifier nos désirs. Euh, que ce soit aujourd'hui ou dans une situation de traitement médical, renseignez-vous. Il ne faut pas toujours accepter la première réponse d'un médecin ou d'un ami ou d'une personne. C'est important d'avoir différentes perspectives. Je vais prendre un autre exemple. Avec mon père qui est âgé, j'ai dit, mais si j'avais à faire une intervention d'RCA, je crois que tu avais une crise cardiaque, est-ce que tu voudrais que je le fasse? Mais mon père ne comprenait pas que si je faisais l'intervention, que les chances étaient que j'étais pour casser toutes ses côtes. Et puis qu'il y aurait eu des effets secondaires. Des petites informations de même, eh bien, on n'est pas toujours renseigné. Et à ce moment-là, ça change peut-être les perspectives. Absolument, il faut décider si vous voulez mettre une procuration en place ou si vous êtes satisfait avec la structure légale qui déterminera qui sera votre mandataire et décider c'est qui la bonne personne qui pourra respecter, et comprendre, vous accompagner de tous vos désirs et souhaits. Absolument discuter de vos volontés avec vos proches, tout ça. Il y a bien des gens qu'on a des discussions bien souvent qui disent ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais à la fin, là, le système légal, le système médical, là, s'il y a une intervention, une urgence, ne vont pas respecter. Ma réponse à tout ça, c'est de dire, si vous, si vous avez réfléchi, discuté ouvertement, communiqué avec beaucoup de gens autour de vous, le personnel médical avec qui vous faites affaire, les gens de la maison de retraite, comme on a fait avec ma mère, si les gens comprennent votre volonté, ben, vous mettez les chances de votre côté. Je ne peux pas rien garantir, on ne peut rien garantir parce qu'il va y avoir tout le temps des situations d'urgence. Mais si vous voulez mettre les chances de votre côté, que votre dignité soit respectée, il faut discuter et en communiquer. Et éventuellement, moi, je vous encourage non seulement de passer à travers le processus, le documenter de façon écrite. Moi, je trouve personnellement, à chaque fois que je suis forcé à écrire quelque chose, ça me pousse à réfléchir et clarifier à un prochain niveau mes pensées. Alors, en conclusion, puis on va ouvrir pour quand même des discussions aujourd'hui. Il y a d'autres questions si on a encore une autre 15 minutes. Mais j'aime bien cette petite bande dessinée qui disent nous mourrons, on sait qu'on va tous mourir un jour, mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de jours à vivre et pour moi, le but de faire cette planification euh, en préalable, c'est de vivre avec l'esprit en paix, sachant que notre dignité elle va être respectée, mais qu'on s'entoure de gens, on s'entoure d'une équipe qui va être là pour nous aider et qui veut nous aider dans des circonstances de transition de vie qui ne sont pas toujours faciles. Mais à la fin, pour moi, ça enlève un gros poids sur mes épaules, sachant que je peux vivre pleinement, sachant que j'ai bien équipé mon entourage et moi-même, j'ai bien clarifié qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, comme ça a été mentionné au début de la session, faisons partie de l'organisation Compassion d'Ottawa. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, de différentes façons. Nous sommes sur différents médias sociaux, comme vous pouvez le voir ici. Et à la suite de la session aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage d'un côté, fait qu'on aimerait bien avoir vos retours et vos impressions sur la session d'aujourd'hui. Mais plus important, on va vous donner des liens et des ressources qui vont vous aider
aller chercher plus d'informations ou si vous voulez savoir comment aller faire une procuration en ligne ou avoir l'information, il y a différents moyens d'informations qui vont vous être donnés pour pouvoir faire ça. Alors, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, je suis content d'y répondre au mieux de mes capacités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. OK. Alors, merci beaucoup, Marc, pour la présentation aujourd'hui, la discussion, le sujet que vous avez abordé. Et puis, merci beaucoup à Christina et Mélissa de Compassion Ottawa pour avoir aidé avec cette présentation. Merci à tous les gens qui ont participé aujourd'hui. J'aimerais aussi vous rappeler de consulter notre courriel de suivi qui va comprendre des renseignements sur la façon d'accéder à l'enregistrement du webinaire et aussi à l'information que nous allons vous faire parvenir sur Compassion Ottawa. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des membres à assister à nos webinaires et nous les considérerons comme des invités. Pour vous inscrire au prochain webinaire, veuillez visiter le site web de la section d'Ottawa. L'adresse de notre site vous sera envoyée aussi dans le courriel de suivi. Merci à tous et à bientôt pour notre prochain webinaire. C'est la fin de notre webinaire d'aujourd'hui avec Compassion Ottawa. Merci beaucoup. Bonjour à tous.